Thierry Gomez est avec nous. Thierry Gomez qui est déjà venu dans l'after à l'époque, notamment pour nous parler du fameux projet de Ligue 3, dont on pourra peut-être dire un mot si on a le temps de le faire. Bonsoir Thierry Gomez. Bonsoir, et j'espère bien qu'on aura un petit peu de temps pour parler de la Ligue 3, effectivement. Oui, puisqu'elle se concrétise en plus. Ben maintenant, vous n'y êtes plus. Donc, On n'y est plus, mais c'est pour le football, je pense que c'est important. Donc il faut qu'on aille au bout de ce projet. Alors, un mot sur ce qui se passe dans votre club. Donc, vous montez. On sait qu'il y a un stade au Mans qui est sympa. Vous n'êtes pas très loin de Paris. Vous avez une position géographique aussi qui peut aider à un développement. Et là, vous avez donc un nouvel investisseur qui arrive, un fonds d'investissement brésilien. C'est assez atypique parce que d'habitude, c'est plutôt les Américains qui investissent, enfin les fonds d'investissement américains qui investissent dans le foot. Il faut dire que ce sont les plus puissants. David est de la partie, donc il peut en parler. Et là, vous avez réussi, entre guillemets, le tour de force de faire venir un investisseur et vous restez... majoritaire, décisionnaire, donc décisionnaire, ce qui est assez atypique. D'habitude, quand un fonds d'investissement arrive, il veut tout prendre et il veut être à la manœuvre. Oui, effectivement, mais c'était plus à leur demande qu'à la mienne, parce que ce qui était important pour moi, comme vous le savez, le football est en pleine évolution. Il y a eu la réforme il y a quelques années maintenant avec le passage de 20 à 18. Il y a la crise des droits télé. En parallèle de ça, les budgets charges ne cessent d'augmenter alors que les budgets produits, eux, stagnent. Et donc aujourd'hui, il y a des écarts de plus en plus importants entre les 4-5 premiers clubs de Ligue 1, c'est-à-dire ceux qui font la Coupe d'Europe, et les autres clubs de Ligue 1, et encore un écart plus important avec les clubs de Ligue 2. Aujourd'hui, pour vivre, il faut effectivement être en Coupe d'Europe, sinon vous êtes en grande difficulté. Et aujourd'hui, l'unité de mesure dans le football, c'est plus le million d'euros, c'est-à-dire que vous perdez plus, vous n'êtes plus en danger avec 500 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, mais vous êtes vite en difficulté avec 10, 15, 20 millions d'euros. Donc l'échelle a complètement changé. Et donc aujourd'hui, l'idée, moi, vous savez, j'entame ma 10e année de présidence. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce qui va être bien pour le club et qu'est-ce qui va faire grandir le club. Et en tant que président et surtout entrepreneur, comme beaucoup de présidents de club, l'idée, c'est de préparer demain. Parce que ce club, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'espère qu'il vivra encore et qu'il vivra bien. Et donc, depuis 2-3 ans, compte tenu de cette analyse que j'avais pu effectuer, je me devais de préparer, effectivement ce bouleversement du modèle économique du foot français et des clubs. Et donc, ça fait 2-3 ans que j'ai ouvert les débats. Ça n'a jamais été un sujet tabou pour nous au Mans FC. C'est parfois un sujet, effectivement. Bon, je sais que chez les médias, le mercato est toujours quelque chose d'extraordinaire. On essaie de sortir l'info en premier. Maintenant, c'est aussi les investisseurs dans le football. Nous, on a réussi à garder l'information assez longtemps et c'est bien. Mais ça fait 2-3 ans que je suis à l'écoute parce que c'est mon rôle, pour moi, de manager et de gestionnaire. Vous étiez prêt à vendre ? Oui, bien sûr, non, tout à fait, parce que ce qui est important, c'est pas Thierry Gomez. Vous savez, moi, je suis pas immortel, et ce qui est important, c'est ce qui va être bien pour le club, et c'est la première chose qui était... Alors, comment vous avez convaincu le fonds d'investissement brésilien de venir en étant un actionnaire dormant, quoi? Non, c'est eux qui m'ont convaincu. C'était différent, c'est que nous, et je le dis souvent, si vous voulez, on l'a vécu... je vais vous dire, c'est un petit peu comme un préparateur mental, si vous me permettez de faire un parallèle. C'est-à-dire qu'on va souvent chercher un préparateur mental quand on est en crise. Alors moi, je pense que je suis vraiment à fond sur cette pratique et je pense qu'elle n'est pas assez développée en France, même si on s'améliore. Vous savez, il y a 15 ans, 20 ans, j'étais entraîneur à 3 en Ligue 1 avec Jean-Marc Furlan et que déjà, on travaillait sur la préparation mentale qui était quelque chose de nouveau à l'époque. Or, je pense qu'un préparateur mental, on ne doit pas le chercher quand on est en crise. C'est quelque chose qui doit être inscrit dans la stratégie globale du club, avec les jeunes, avec les joueurs, et c'est du long terme. Et je pense que pour un investisseur, c'est la même chose. On ne doit pas aller chercher un investisseur, car comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 10, 15, 20, 30 millions, 100 millions qu'il faut souvent aujourd'hui, 15 jours avant le passage de la DNCG. C'est quelque chose qui se prépare, parce que c'est important. Les gens sérieux, ils mettent du temps aussi à étudier les comptes, à vous connaître, à échanger. Nous, ça fait 1 an qu'on discute avec ce fonds. Et en 3 ans, je veux dire, on pourrait faire une émission, mais il faudra au moins 3-4 heures. Avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, ça ferait une série Netflix extraordinaire. Vous avez vu beaucoup de guignols ? Oui, non, mais il y a eu
il y a eu quelques personnes sérieuses, mais je veux dire sur 100 personnes, parce que ça se compte vraiment une centaine de personnes. Hein. Mais c'est le cas de quasiment tous les clubs. Moi, avec mes collègues présidents, j'en parle. Voilà, on est contacté quasiment toutes les semaines par quelqu'un qui veut acheter un club de foot. Et ça va des Français, des étrangers, des politiques, des gens du showbiz, enfin bon, voilà, des journalistes. Ça, dans le contexte actuel du foot français, ça fait bien, c'est sympa à entendre parce que ça veut dire qu'il y a quand même une attractivité toujours. Il y a aussi pas mal de vautours qui se disent que les présidents en fait sont un peu pris à la gorge et que qu'il y a des affaires à faire. Exactement. Et pour une valeur de part assez limitée, en fait, on peut s'acheter une danseuse. Donc alors, revenons sur l'actualité du Mans. Clément, il y a des personnalités assez étonnantes qui ont investi dans ce fonds qui arrive au club. Exactement. C'est le fonds Outfield qui, lui, est le fonds brésilien avec des investisseurs qui sont indépendants. Outfield a aussi le club de Coritiba au Brésil, mais avec d'autres investisseurs. C'est-à-dire que là, on a des anciens sportifs, notamment Felipe Massa et Kevin Magnussen, qui, eux, sont très intéressés par le côté automobile de la marque Le Mans, évidemment. Et puis, Novak Djokovic. Donc, ces investisseurs-là ne font pas partie, par exemple, du projet Coritiba. Là, ils sont arrivés vraiment pour ce projet du Mans. Pourquoi eux, la partie automobile pour notamment Felipe Massa et Kevin Magnussen. Pour la partie tennis, bien sûr, qui est bien connu au Mans. Alors, il y a Joe Wilfried Tsonga qui est Mans, quand même. Mais ça n'a rien à voir. Non, c'est plus par rapport à Georgios Frangoulis qui, lui, est un grand patron qui a réussi en 8 ans à faire des milliers, des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est le compagnon d'Aryna Sabalenka, qui est une grande amie de Novak Djokovic. On va avoir du people au stade au Mans, Thierry Gomez. On les attend. Alors oui, alors on était très heureux de monter en Ligue 2, on est très heureux d'être attractif. Comme vous l'avez dit, Le Mans, c'est une ville qui est mondialement connue, notamment pour le sport automobile et pour les 24 heures du Mans. Mais c'est aussi une ville très sportive, avec un club de basket, le MSB, qui fonctionne très bien, qui vient de gagner encore cette année à Leaders Cup. Mais aussi le pôle européen du cheval. Il y a aussi un club de karaté, Samouraï 2000, qui est très performant. Voilà, donc c'est vraiment une terre du sport. Et le Mans FC, on a joué pleinement ce rôle-là. Et d'avoir aujourd'hui des sportifs de haut niveau, alors liés à la mécanique, mais aussi qui dépassent le sport mécanique, c'est tout à fait cohérent avec la dimension sportive qu'a cette ville. On peut parler un peu pognon ? Alors vous avez le droit de poser des questions, mais vous savez ce que je vais vous répondre. Votre budget, quel sera votre budget là, en Ligue 2 cette année ? Non, mais alors, pour compléter, s'il vous plaît, parce que c'est important quand vous parlez effectivement des stars et tout ça. Bien sûr, mais on est vous voulez pas parler heureux. Pognon. Non, mais très heureux. Non, mais c'est important aussi. Il faut quand même que les gens comprennent. Il faut expliquer aux auditeurs, puis il y a des morceaux qui écoutent. On est très content de pouvoir accueillir des noms, des sportifs très connus ou des entrepreneurs comme Georgius, qui effectivement ce sont les nouveaux types d'entrepreneurs qui travaillent beaucoup sur les réseaux sociaux, etc., qui ont des looks particuliers, mais qui sont aujourd'hui des entrepreneurs modernes. Mais au-delà de ça, surtout, et le danger, vous le savez, parce qu'on a eu des expériences. Maintenant, on a un petit peu de recul sur les investisseurs qui viennent. Et les investisseurs qui sont venus dans les clubs et qui ont voulu tout changer, quasiment 9 fois sur 10, pour partir 10 fois sur 10, se sont plantés. Et les investisseurs qui sont venus, qui ont essayé de comprendre là où ils étaient, l'ADN du club, respecter les gens qui étaient en place, les locaux, souvent ça a bien fonctionné. En tout cas, ça a mieux fonctionné. Et l'idée, elle est là, simplement. C'est-à-dire que c'est pas moi qui lui dis, vous venez, mais vous mettez l'argent, mais c'est moi qui reste le patron. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire de ce club, quoi. Et l'idée, c'est de le grandir. Et donc, quel est le meilleur chemin ? Ça veut dire que vous êtes fixé un objectif de Ligue 1, par exemple ? Non, aujourd'hui, l'objectif est le même. Et très sincèrement, on est en danger aujourd'hui parce que, bien sûr, et je le savais, puisque, comme vous le savez, je suis pas dans le football depuis hier. Donc, en annonçant des noms comme ça, tout de suite, ça donne une autre dimension au club. Et donc, forcément, on est en grand danger. Parce que dans le football, vous êtes en grand danger quand vous perdez, mais vous êtes en grand danger aussi quand vous gagnez. Nous, aujourd'hui, on gagne. On a un club sain. L'environnement est extraordinaire. On a de très bonnes relations avec nos supporters, avec nos partenaires. Mais d'un seul coup, on a des stars qui arrivent. Et on pense que, d'un seul coup, le Mans FC va tripler, quadrupler les salaires, et que le président va sauter sur les tables, va doubler les primes. C'est pas le style de la maison. On va rester sérieux, on va rigoureux. Et c'est ce qui m'a plu aussi dans ce fonds. Bon, et alors votre budget, alors, vous voulez le donner ou pas ? Non, mais oui, il est de 9 millions d'euros, comme il n'a pas changé, il ne changera pas. Nous, on a passé la DNCG seul, sans investisseur. Donc ça veut dire que le budget ne changera pas malgré l'arrivée de ce nouvel investisseur. Il n'y aura pas eu, je sais pas, une somme qui vont là investir tout de suite pour le mercato. Non, vous savez, le mercato est quasiment terminé en ce qui nous concerne là. J'espère qu'on va annoncer un attaquant, je pense, début de semaine prochaine, qui était déjà dans les tuyaux, sur lequel on travaille depuis déjà plusieurs semaines. Donc ça veut dire qu'à très court terme, là, l'arrivée de cet investisseur ne va pas changer le train de vie du club. Non, parce qu'on pense qu'on peut aussi... il faut pas qu'on change
le Mans FC, il faut qu'on reste dans nos habitudes. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y a deux choses qui sont importantes pour nous aujourd'hui. C'est un, de nous installer en Ligue 2, ça c'est la première des choses, et deux, de remettre en place notre centre de formation et de retrouver l'agrément. On a un rendez-vous fin août, et ça c'est la priorité. Et pour aussi donc continuer à grandir, on a investi cette année plus d'1,6 million dans les infrastructures. Donc ça, le fonds va nous accompagner dans ce domaine-là. Et puis on va voir pour le centre de formation. Je ne vous dirai pas qu'en mois de janvier, si à un moment donné, il faut faire un petit effort, sûrement ça sera beaucoup plus facile. Mais l'idée, c'est surtout, si vous voulez, si on ne faisait rien aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, on est en difficulté. L'idée, c'est de construire avec eux quelque chose tranquillement. Et vous le savez, je dis souvent que pour aller vite dans le football, il faut pouvoir donner du temps. Et je vous l'assure, tant que je serai là, on continuera à donner du temps. On va travailler sereinement, tranquillement. Là, on est en danger. On est en grand danger parce qu'effectivement, tout le monde nous voit waouh. J'étais curieux de voir le match de vendredi soir contre Caen parce que le samedi matin, le vendredi matin, le vendredi matin, j'avais présenté les investisseurs aux joueurs, aux salariés. C'était important pour moi qu'ils les rencontrent avant la conférence de presse. Voilà, et la réaction a été très bonne. Voilà, on a une superbe équipe. On a aussi une équipe en seconde ligue professionnelle féminine. Donc, ce que je retiens, c'est que les investisseurs vont aider sur les infrastructures, ce qui est super important. Oui, bien sûr. Plutôt que griller, on va dire, de l'argent dans un mercato qui peut être parfois raté, on ne sait pas, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Gilbert, vous connaissez très bien le football, vous savez, c'est pas souvent. Merci. Non, mais c'est pas souvent le joueur le plus cher qui est le plus performant. D'accord. Et deuxième chose qui est très importante, c'est que voilà, on a une grille de salaire. Si d'un seul coup je mets dans mon vestiaire un joueur à 40 000 €, mais je le mets encore doublement en danger. Donc on va surtout pas faire ça, on va pas tomber dans ce piège-là. Donc on va rester tranquille, on va continuer comme les Sartois que nous sommes, les Monceaux que nous sommes, et on va continuer avec beaucoup d'humilité. C'est un gros challenge, c'est une Ligue 2 à 18 clubs. On sait que ça va être compliqué, et je vais vous dire, et je l'ai dit aux joueurs, si l'objectif c'est d'en laisser 3 derrière, et même si vous connaissez, je suis connu pour ma rigueur dans la gestion, donc si on peut même n'en laisser que 2, faire les barrages, se qualifier, rester en Ligue 2 avec les barrages, mais faire une recette de plus, c'est le chemin idéal. Donc, non, prenez pas ce risque quand même pour une recette, s'il vous plaît. C'est une belle recette, si vous savez, on a un beau stade, 25 000 personnes. Bon, président, on a l'habitude en tout cas de voir des stars pendant les 24 heures du Mans. On a vu Zinedine Zidane, on a vu Rafael Nadal, Roger Federer. On sait que c'est les 40 ans du club cette année. Le 11 octobre notamment, il y aura une petite cérémonie et un match inaugural. Est-ce que ce sera l'occasion de voir Novak Djokovic, Felipe Massa et Kevin Magnussen être lancés en profondeur? Vous le savez, j'ai lancé l'invitation et tout de suite on en a parlé avec Georgius. Bon, a priori à cette époque-là, il serait à Shanghai, je pense qu'il y a un tournoi qui est important. Donc ce sont des athlètes et surtout Novak, il a forcément un calendrier, inutile de vous le dire, qui est très très chargé. Mais en tout cas, l'idée c'est qu'ils viennent au Mans dès que le calendrier va le permettre. C'est qu'ils viennent faire un petit tour au Mans. Il y a Bercy juste après. Donc je sais pas, on va essayer de trouver la meilleure période, mais à minima, donner le coup d'envoi, ça serait sympa. Et leur faire découvrir la Rillette aussi. Et je précise que Le Mans a recruté l'ancien avant-centre de Kevin Diaz, Saint-Maur-Lusitanos. Exactement. William. Oui, tout à fait. William Arouz. Que certains ont découvert pendant la Kings League notamment. Ils ont recruté un super joueur qui s'appelle Jean Vercruys aussi, qui était un des meilleurs joueurs du National à Boulogne l'année dernière. Et ça va être, à mon sens, une des révélations de cette Ligue 2. Vous n'avez pas tort, parce qu'effectivement, on a vu sur un match amicaux, c'est un milieu de terrain moderne. Et comme les grands milieux de terrain, il est déjà à 3 buts sur 5 matchs amicaux, plus des passes décisives. Et aujourd'hui, on demande à nos milieux de terrain de marquer des buts, et c'est important. Donc, mais il n'y aura pas que ça. Vous savez, la force, nous, l'an dernier, on est monté pas parce qu'on a les meilleures individualités, on est monté parce qu'on a le meilleur collectif. Il y a vraiment une dynamique plus importante dans nos divisions, c'est créer une dynamique. Mais une dynamique de l'ensemble du club, avec les salariés, avec les bénévoles, avec l'association, avec les jeunes, avec les féminines. Voilà, on a 2 équipes au niveau professionnel, les filles et les garçons. On est ambitieux, mais tout de suite, derrière, on met beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité et de proximité avec tous les gens qui sont Thierry Gomez, une dernière question, parce que vous étiez le leader pour la création d'une Ligue 3 quand vous y étiez. La Ligue 3 va se concrétiser, c'est maintenant... c'est l'idée, tout à fait. Voilà, je sais que notamment Marc Keller, il travaille au sein de la Fédé, il s'occupe du groupe de travail-là. Donc vous considérez que ça va être un pas très important pour tous les clubs de national qui, eux aussi, ont souvent du mal à boucler la boucle financièrement. Encore faut-il qu'il y ait des revenus maintenant. Mais alors, déjà, il faut rétablir, parce que vous savez, quand on ne veut pas créer quelque chose, on dit plein de choses, et des fois des bêtises.
Aujourd'hui, la Ligue 3, elle est bien pour l'ensemble du football. Parce qu'une Ligue 3 forte, ça permettra d'avoir une Ligue 2 plus forte, une Ligue 1 plus forte. Ensuite, le national, la Ligue 3 d'aujourd'hui, c'était le championnat le plus inégalitaire qui pouvait exister, avec des clubs avec des statuts différents, avec des aides différentes, avec des règlements différents, etc., etc. Donc ça pouvait plus exister. Ensuite, de créer une Ligue 3, de la rendre plus forte, ça sera un super parachute pour la Ligue 2. Et il faut arrêter de dire... Au même titre qu'il faut arrêter de dire quand on est en Ligue 1, quand on descend en Ligue 2, on va en enfer, parce qu'on ne valorise pas nos championnats. Et demain, quand on descendra de Ligue 2 en Ligue 3, on n'ira pas en enfer, ce sera un nouveau championnat. Et regardez le championnat de Ligue 3, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas diffusé. Et quand je vois qu'on arrête FFTV, moi je suis malade pour cette division qui est avec des championnats, avec des matchs qui vont être extraordinaires. Donc voilà, donc la Ligue 3 va grandir, et la Ligue 3 va être aujourd'hui gérée par la Fédération française de football. Il y a des problèmes économiques aujourd'hui au sein de la Ligue professionnelle de football, mais pas au sein de la Fédération française de football, qui a renouvelé ses contrats et même qui les a développés. Et la Fédération française a tout à fait les moyens de financer la Ligue 3. Ce qui est important, c'est de donner du sens à ce championnat et de le valoriser davantage. Et si vous permettez juste un dernier petit mot, je voudrais une petite pensée à la fois pour les supporters d'Ajaccio, parce que vivre ce qu'ils vivent, ça va pas être facile, mais aussi pour mes amis de Boulogne, pour Vincent, le président que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps, parce que ce qu'ils vivent, c'est intolérable. On l'a déjà vécu l'an dernier, rappelez-vous, on a joué à 17 l'an dernier en national, on avait dit plus jamais ça. Aujourd'hui, je crois que c'est Cannes qui devrait être repêché ou je sais pas quoi, mais ouais, et aujourd'hui on sait pas, et ça c'est plus possible. Il faut arrêter. Il y a une chose, c'est toute simple à faire. Pourquoi on reçoit les clubs qui vont bien sainement en premier, nous on a été reçus tout de suite, et les clubs qui vont mal, on les reçoit enfin. Donc pour leur laisser du temps, en espérant un miracle. Oui, mais leur laisser du temps, la même chose. Mais quand vous êtes sérieux, quand vous gérez un club sérieusement, vous connaissez votre situation, vous la connaissez pas au 15 mai, vous la connaissez. Moi, je la connais aujourd'hui. Je peux déjà vous dire quasiment l'atterrissage que j'aurai au mois de mai, au mois de juin. Et si mon atterrissage change, il sera que plus positif, parce que ça veut dire que je suis allé en quart de finale de la Coupe de France ou en finale de la Coupe de France, qui est un objectif pour nous. Donc voilà, mais il ne doit pas se dégrader de 5-10 millions. C'est pas sérieux. Donc ça, déjà, changer simplement ça, aujourd'hui, on ne serait pas là.